Merci d'être avec nous ce matin, Stéphane Simoncini. Vous venez ce matin de Lyon pour assister au FilmEd. Je voudrais signaler l'arrivée de Didier Parakian, adjoint au maire délégué à l'économie, qui prendra la parole tout à l'heure. Nous attendons l'arrivée de Kevin Polizzi, qui interviendra également tout à l'heure. Stéphane Simoncini, merci d'être là. Vous nous parlez ce matin d'une nouvelle tendance, en quelque sorte, de l'open innovation, qui est l'excubation. Alors, un nouveau mot. Il y a beaucoup de nouveaux mots dans le monde de la start-up et de l'innovation. Vous allez nous dire ce qu'est l'excubation, comment ça marche et ça concerne finalement quel type d'entreprise. Alors, vous avez, je crois, un support. Vous allez commencer comme ça par ça. Je pensais l'utiliser, mais après... Allez, est-ce qu'on peut switcher, Aurélien? C'est bon, vous y êtes. C'est juste pour que... Bien comme j'ai mis quelques définitions et quelques termes, voilà. C'est juste pour un support à la présentation. Donc, l'excubation, c'est un mot peut-être un petit peu pompeux. Pour parler d'essaimage stratégique. Ça fait des dizaines d'années qu'on pratique ce qu'on appelle... Voilà. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on pratique ce qu'on appelle le spin-off ou l'essaimage en français, qui consiste à prendre une équipe au sein d'une entreprise et à la sortir. L'excubation, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est dans un cas bien précis où l'entreprise qui crée ce spin-off, qu'on peut qualifier de temporaire, a l'objectif à terme de le récupérer. On est dans une mouvance où la dernière fois j'étais intervenu sur l'open innovation. Absolument. Et où on se demande tous comment il faut faire pour optimiser nos processus d'innovation. Et donc il y a plusieurs pistes qui sont d'actualité. Donc les plus répandus sont ce qu'on appelle l'incubation interne, où c'est une équipe qui a en charge l'innovation, et cette équipe-là a malheureusement les contraintes et le focus et le prisme qui sont imposés par l'entreprise, et donc n'a pas une vision totalement libre de son champ d'action. À l'opposé, dans l'open innovation, on a une stratégie qui consiste à dire je laisse faire des startups, je les accompagne en créant des partenariats avec eux. Si possible, j'investis et potentiellement, si ça m'intéresse, je récupère la société après. Alors il y a des avantages, des inconvénients pour les deux là que j'ai listés en dessous. Le deuxième point où on laisse faire totalement à l'extérieur, c'est que potentiellement ce qui est créé, c'est créé pas que pour l'entreprise, mais pour tout le marché, et donc pour la concurrence aussi. Et quand on souhaite la limiter, c'est embêtant. Et on a un focus qui peut être vu positivement puisque très externe à l'entreprise, mais vu négativement puisque on peut s'intéresser à des marchés qui n'ont rien à voir avec ce que l'entreprise a l'intention de faire. Donc voilà, donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc vous parliez là de l'incubation interne, et des croissances externes. Parfait, ou de l'innovation. Ok. L'excubation. Voilà, si on donne une petite définition, oui. L'excubation, ça consiste à essaimer de manière stratégique un projet en permettant à des entrepreneurs, ou on pourrait parler d'intrapreneurs, de devenir externes et indépendants de la structure hôte. L'objectif étant de leur laisser les mains libres et de laisser foisonner leur innovation sans les contraindre à un cadre quel qu'il soit. L'objet final tout de même de l'entreprise est de se dire cette innovation, il faut qu'elle me bénéficie à moi. Et donc même si je donne carte blanche à une équipe pour gérer un projet avec des ressources qui vont avec, l'objectif à terme c'est de reprendre ce qui a été produit en termes d'innovation, de produits, de services, etc. et de le réintégrer. Donc si je fais une synthèse, pardon de vous interrompre Stéphane, j'ai une technologie qui n'est pas mon core business, je l'externalise. On verra tout à l'heure avec Maître Gaznier si j'y mets des salariés ou pas d'ailleurs, et comment je traite fiscalement et du point de vue du droit ou que je peux traiter ce qui devient une filiale finalement en quelque sorte ou pas. On verra après dans le mode de financement, mais la plupart du temps c'est une filiale détenue à 100% ou quasi 100% par l'entreprise hôte. J'extrais une part de ma R&D qui n'est pas mon core business, ça me permet de l'observer, de la piloter, éventuellement d'en couper les liens. L'objectif c'est
de la piloter le moins possible. De la piloter le moins possible. Oui, pour lui laisser le champ libre. Parce que plus on la pilote, moins l'idée foisonne et plus on a la contrainte, même si il y a toujours un lien capitalistique. Mais plus on a d'incentives au sein de la structure créée, moins le projet marche. Parce que le foisonnement n'a pas lieu, parce qu'il y a la contrainte de se dire bon ouais, mais il faut que je réfléchisse avec un cadre qui est le cadre de mon entreprise. Alors que si on sort vraiment l'équipe, c'est pour le dire, vous avez les mains libres, allez-y comme en mode start-up. Vous êtes agile, vous êtes souple, vous pouvez essayer, vous pouvez vous affranchir de toutes les barrières que vous connaissez chez nous. Il n'y a pas nos process, allez-y. Des exemples d'excubation aujourd'hui ? On en a financé une, nous. Une boîte qui s'appelle Hexagon, qui se trouve à Grenoble. Une entreprise dont la technologie initiale venait du CNRS, a été maturée au CEA Laitier de Grenoble, et qui avait été récupérée par Soitec. Donc le projet avançait en interne avec des équipes internes, et il y avait un certain questionnement sur se dire bon ben Soitec a un positionnement et l'objectif de cette technologie est sur un positionnement qui est différent. Comment on fait pour continuer à avancer? Les managers qui géraient le projet y croyaient à fond. L'entreprise y croyait, mais c'était en dehors du core business. Et donc il a été décidé d'extraire cette cellule, en faire une entreprise, permettre aux managers dans ce cas-là de devenir actionnaires du projet, qui s'est développé un temps seul. Et après a fait appel à des financements extérieurs, parce que là on était sur des besoins lourds en termes de R&D, et comme on était hors du core business de l'entreprise hôte, les moyens qu'elle était prête à investir étaient relativement limités. Et donc de ce fait, la société s'est créée, et au début seule, donc vraiment excubation, et après le besoin de financement aidant, on s'est rapproché de ce qu'on fait dans une spin-off classique, où ils sont allés chercher des partenaires historiques qu'ils avaient donc avec le CEA. Ils sont venus nous chercher, nous et d'autres financiers, et on accompagne le projet maintenant depuis un certain nombre d'années, et il se retire petit à petit de Soitec, qui a maintenu ses investissements au fil des ans. Donc à tous les tours ils ont remis, pour dire le projet il est quand même né chez nous, et on s'intéresse à ce que vous faites, et c'est un partenaire privilégié pour l'entreprise. D'accord. Pardon, je vais donner la parole à Maître Garnier, on reviendra tout à l'heure Stéphane. Maître, on parle d'excubation, on a vu que c'était une espèce de spin-off finalement, un petit peu particulière, de l'open innovation un peu particulière aussi. Dans quel cadre on peut traiter une société excubée? Quelles sont les incidences en matière de gouvernance, en matière de personnel mis à disposition? Expliquez-nous tout ça. Alors je dirais qu'il y a un certain nombre de points de vigilance évidemment. Premièrement, on va voir très souvent, vous l'avez dit, c'est le cas dans l'exemple que vous avez donné, on va avoir des porteurs de projets en interne dans la société d'origine qui vont migrer vers la spin-off. Cette migration, elle peut se faire de façon, a priori, elle se fait généralement de façon relativement simple. Comme vous dites, on va prendre des parts, ces salariés vont prendre des parts et vont devenir actionnaires de la spin-off. La question qui se pose quand même assez régulièrement, c'est que se passe-t-il si la spin-off ne réussit pas, si le succès n'est pas au rendez-vous? Et très souvent, on va avoir là une question RH qui va être la possibilité du retour des salariés qui ont été intégrés à la spin-off dans la société d'origine. À quelles conditions, etc. Donc ça, c'est un premier point généralement qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on parle d'excubation. Deuxième question qui se pose, c'est le capital de la spin-off. Est-ce que c'est 100% détenu par la société d'origine ou pas? Ça peut évoluer dans le temps. Ce qui va nécessairement poser un problème de gouvernance si ce n'est pas 100%, parce que le but, vous l'avez très clairement dit, c'est que les équipes qui dirigent la spin-off aient carte blanche en quelque sorte, et toute liberté possible pour pouvoir développer leur technologie. Et par conséquent, plus, et je rejoins ce que vous disiez, plus la société d'origine va avoir le contrôle, plus on va avoir des contraintes, plus on va avoir des lourdeurs qui vont arriver. Donc il y a ce problème de gouvernance, et ce problème qui va se régler au fur et à mesure, bien évidemment, lorsqu'on va faire intervenir éventuellement de nouveaux investisseurs en equity, en capital, qui va se régler par, classiquement, je dirais, par des pactes d'actionnaires, etc. Troisième point
qui est loin d'être négligeable, celui-là, enfin les autres non plus, ils ne le sont pas d'ailleurs, mais troisième point qui est important, c'est que le but de la société d'origine, c'est de récupérer des avantages sur les développements technologiques qui vont être faits par la spin-off. Et là, se posent de vraies questions. Bien évidemment, très clairement, logiquement, les inventions mises au point, etc., tout ce qui va être créé dans la spin-off, a priori, va appartenir à la spin-off. Mais comment est-ce que ça remonte? Jusqu'à quel point est-ce que ça remonte dans la société d'origine? Ça, c'est un point qu'il faut avoir très clairement déterminé à l'origine. Il faut être absolument clair sur la stratégie qui va être mise en place. Il est bien évident que cette société, qui est une société indépendante, la spin-off, va peut-être avoir intérêt, et va même certainement avoir intérêt, à n'avoir pas pour seul client que la société, permettez-moi de l'appeler société mère. Donc, ça, il faut le contractualiser de façon claire et précise. Et notamment, s'il y a des exigences, par exemple, d'exclusivité pendant une certaine durée pour bénéficier de la technologie par la société mère, il faut l'écrire, il faut écrire les conditions. Ce qui peut poser, dans des relations mère-fille, ce qui peut poser des problèmes aussi de détermination des prix, il faut que ce soit à des prix de marché, etc. On peut avoir éventuellement, d'ailleurs, également des problèmes de droit de la concurrence qui peuvent se poser si vraiment on cherche à avoir une société, une spin-off trop captive. Donc vous voyez que ce sont des points de vigilance qu'il faut quand même anticiper au moment où on va créer cette société XQB. Merci maître. Stéphane Simoncini, je reviens à votre position de fonds d'investissement évidemment. Lorsque vous avez une société qui est XQB, on va l'appeler comme ça ce matin, votre perception du risque est-elle différente? Par définition, le groupe est toujours derrière, entre guillemets, et va assurer en quelque sorte une partie de son développement. Comment vous percevez ça? Est-ce que cette double lecture de l'entreprise, pour vous, est importante? C'est hyper rassurant. Alors, il y a des points positifs, des points négatifs, mais globalement, c'est rassurant. C'est rassurant parce que derrière cette équipe, il y a une réflexion qui n'est pas la réflexion de 2-3 personnes, mais la réflexion d'un groupe qui porte un projet et qui a un positionnement sur un marché et qui se dit j'ai envie d'aller plus loin et j'ai pas envie de trop influer sur ce que pourraient faire mes équipes. Tout de même, si je lance le projet, c'est qu'il y a un marché derrière. Et donc on n'est pas sur la start-up qui crée un produit et cherche un marché derrière, c'est qu'il y a un marché qui a un besoin et on cherche à résoudre la problématique du marché quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est rassurant. Ensuite, il y a une certaine solidité. Derrière, il y a un groupe, un actionnaire, et donc pour tout le monde, pour aller convaincre une banque, pour nous convaincre nous, derrière, il y a un groupe qui a généralement les reins suffisamment solides pour se permettre ce type de projet, et donc ça, c'est rassurant. Ensuite, le groupe, c'est effectivement une structure qui doit être externe, mais ça reste un partenaire privilégié. Un partenaire privilégié, notamment, dont on peut utiliser les ressources, dont c'est pas obligatoire, mais on peut utiliser les ressources de back-office, les fonctions support, exactement, les fonctions support, et fonctions commerciales. Puisque les fonctions commerciales, dans nos startups, c'est quand même le point qui pêche et on a une super techno. Maintenant, il faut qu'on arrive à la pousser au marché. Et pour la pousser au marché, pouvoir bénéficier d'une force de vente qui est déjà établie, qui a déjà des clients et un réseau, c'est un vrai plus. D'accord. Après, il y a les inconvénients, c'est qu'il faut éviter que l'entreprise soit téléguidée par la société mère, puisque sinon on va perdre le foisonnement d'innovation. Il faut laisser une vraie liberté aux dirigeants, sinon on n'arrivera pas au bout. Le dirigeant, il vient forcément du groupe qui a XQB? Sinon, c'est pas une excubation. Sinon, c'est pas une excubation. On est d'accord. Au moins au départ. Après, on peut se dire, il faut qu'on renforce l'équipe, on a besoin de quelqu'un qui soit meilleur, parce que nous, on n'a pas telle et telle compétence, et donc on va chercher quelqu'un externe. Mais au départ, par définition, on sort de l'entreprise. D'accord. Et enfin, il y a la sortie, où on se pose des questions en disant, nous, on est investisseurs, on a vocation un jour à revendre nos parts. Avec un groupe qui est trop puissant, qui est derrière l'entreprise, ça peut être un frein. Donc c'est quelque chose qu'on doit gérer, notamment contractuellement. Très bien. Tout à fait. Maître, est-ce que les personnes qui vont finalement aller chercher l'agilité dans la structure XQB sont obligatoirement des salariés, peuvent ne pas l'être, du groupe qui a XQB?
Alors, ce sont souvent à l'origine des salariés de la société mère qui vont migrer vers la société, vers la spin-off. Non pas en qualité de salarié, mais en qualité d'actionnaire de cette spin-off ou de salarié de cette spin-off. On peut éventuellement avoir des salariés détachés ou qui vont, mais ça va poser des problèmes, ou qui vont travailler à temps, à temps partiel. En fait, ce qu'on peut rencontrer assez fréquemment, c'est qu'on a une équipe, dédiée qui va totalement migrer vers la spin-off. Et comme on l'a dit, on a parlé de fonction support. On peut avoir des salariés dans la société mère qui vont venir en support, venir consacrer du temps également au projet dans la spin-off pour aider alors avec les problèmes que ça pose de prêt de main-d'œuvre, etc. Bien évidemment, il faut être extrêmement prudent, mais ce sont des cas de figure qu'on rencontre où on peut avoir donc de l'assistance qui va être fournie par des salariés de la société mère. Mais la plupart du temps, on a une migration. Une migration. Messieurs, vous avez donné un exemple sur Grenoble tout à l'heure, Stéphane Simoncini. A-t-on des exemples sur la région, sur notre territoire, de groupes qui ont excubé? Stéphane? En tout cas, on n'en a pas financé. On n'a pas financé. Après, il y a des boîtes comme Gemalto qui ont un certain nombre de projets qui sortent. On en a financé un il y a très longtemps, très longtemps. Mais on ne parlait pas d'excubation, là on était vraiment dans la spin-off, l'équipe part et on la laisse partir. Et ça concerne essentiellement des grands groupes, essentiellement industriels ou pas? Alors moi, il y a pas uniquement des grands groupes, principalement aujourd'hui ça concerne des grands groupes pour des raisons d'agilité, on l'a dit très clairement, mais ça peut concerner, il y a quelques temps de ça, j'ai vu une PME qui avait souhaité externaliser comme ça un projet dans une spin-off. Oui. Très bien. Avant de continuer, y a-t-il une question sur le sujet de l'excubation, de la spin-off, de l'externalisation de la compétence? Non? Pas de questions particulières sur ces sujets? Oui? Yann Gosselin du CIC. Bonjour. Alors je vais poser une question de banquier de bas de bilan. Est-ce qu'on voit les groupes aider financièrement et notamment sur des aspects de trésorerie les sociétés donc, qui ont été excubées? À partir du moment où... En fait, ça va dépendre de l'actionnariat. Tant que l'actionnariat est 100% captif, l'avance en trésorerie elle peut se transformer en capital derrière, donc il n'y a pas de sujet. Mais dès lors qu'il y a un externe qui est venu apporter des fonds, il y a une problématique de dire bon, voilà, moi je veux bien avancer quelque chose, mais il faut qu'il y ait une contrepartie derrière, puisque sinon je suis le seul à faire cet effort-là. Donc c'est pas systématique. Et quand nous on est au capital par exemple, on voit on voit des approches, mais qui sont plutôt bienveillantes en disant on fait pas des avances de trésorerie, mais on fait des aides sur des services qu'on ne facture pas ou dont on diffère la facturation, des choses comme ça. Ce qui est plus simple pour nous actionnaires. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Maître Gasnier, un sujet sur la propriété intellectuelle peut-être. Lorsque je suis dans une start-up qui a été excubée, est-ce que ce sont les mêmes sujets de pays que si j'étais une start-up indépendante? Est-ce que ça remonte sur la mer, entre guillemets? Sauf à ce qu'il y ait une convention particulière entre la fille et la mère qui va poser un certain nombre de problèmes, bien évidemment. Je dirais que si on est sur du brevet, on va être sur de l'invention de salariés qui sont des salariés de la spin-off, donc les droits appartiennent à la spin-off. Si on est sur de logiciels, on aura la même chose. Si on est sur de la création non soumise à des régimes légaux qui permettent l'attribution à la société, on aura des dispositions contractuelles dans les contrats de travail qui permettront de faire remonter la propriété intellectuelle à la spin-off. Après, c'est une question d'accord éventuellement entre la spin-off et la société mère. On peut avoir une volonté de consolider au niveau du groupe la propriété intellectuelle, par exemple dans un véhicule dédié. Pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible, mais ça c'est une question de stratégie. Très bien. Stéphane Simoncini, peut-être quelques mots de conclusion. Ouais, non, juste pour compléter, en tant qu'investisseur, quand on arrive, on fait particulièrement attention à cette problématique de propriété intellectuelle, bien, pour être sûr que le projet qu'on finance, la propriété n'est pas au-dessus. Oui. Donc on va s'assurer qu'elle soit bien descendue dans la spin-off, ou alors qu'il y ait un système de licence exclusive ou autre qui permettent de se dire oui, la richesse qu'on crée, elle reste bien
dans le véhicule dans lequel on crée cette richesse. Et évidemment, c'est important. Vous l'avez dit, l'excubation, c'est aussi le risque de rendre publique sa technologie, puisque ce qui était dans l'entreprise devient en quelque sorte visible par le marché. On a aussi ce type de risque, Maître ou Stéphane? Non, pas vraiment. Non. Vas-y. Non. Moi, je dirais pas plus que n'importe quoi. Dès lors qu'on va mettre sur le marché une technologie, tout le monde sait de quoi. Après, comme pour toute entreprise qui pratique de la R&D, qui pratique du développement technologique, il y a bien évidemment à prendre en compte toutes les techniques de préservation du secret professionnel, du secret, pardon, pas professionnel, mais du secret, on dirait aujourd'hui secret d'affaires ou du secret industriel autour de ce qu'on fait, bien évidemment. On ne va pas crier sur les toits. On va pas annoncer à tout vent ce qu'on est en train de faire, comment on le fait, pour qui on le fait et combien ça coûte. Il y a un minimum de secrets à préserver, mais ça, je dirais n'importe quelle société. Pas plus dans le cas de l'excubation. Pas plus Stéphane? dans ce cas. Moi, je suis 100% d'accord. Je pense pas que ce soit la problématique principale, le fait de protéger et de se voir mis sur le marché comme ça avec sa technologie. Puisqu'elle a vocation, comme vous le dites, à être un jour sur le marché. Donc, il n'y a pas de raison que la start-up communique plus que le groupe initial. Et je dirais même que la culture du groupe, à l'origine, est souvent plus développée en termes de protection du secret industriel, en termes de protection des droits de propriété intellectuelle, que ne l'est la culture d'une start-up classique. C'est une réalité auquel on se trouve confronté. Je peux vous dire que je vois arriver très fréquemment des startups qui ont mené des projets, qui ont fait plein de choses, et quand on commence à gratter un petit peu, on s'aperçoit que une partie significative du logiciel a été développée par un stagiaire, donc les droits n'appartiennent pas à la société, on a fait appel à telle entreprise externe pour développer tel élément technologique qui va donner lieu à un brevet, sauf que ça a été développé par les salariés du partenaire, donc ça n'appartient pas à la start-up, etc. etc., etc. Ça, c'est le genre de problématique qu'on rencontre souvent par manque de culture. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est une réalité. À l'inverse, dans l'excubation, comme on a souvent un groupe derrière qui a cette culture, on ne rencontre pas ces problèmes. Très bien, merci Maître. Stéphane Simoncini, quelques mots de conclusion sur finalement ce que vous observez sur le marché. Mouvement durable, mouvement profond? Ouais, j'ai peur que ce soit une tendance un peu de mode. De se dire on n'est pas suffisamment agile, laissons faire nos startups. Créons notre startup interne, développons l'intrapreneuriat qui devient de l'entrepreneuriat. On ne sait pas, c'est encore vraiment très jeune dans la forme la plus aboutie dont on parle aujourd'hui. La forme plus ancienne de spin-off, c'est quelque chose qu'on voit très très régulièrement et puis qui n'a pas d'âge. Voilà. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Je sais pas. En tout cas, c'est à la mode en ce moment. Très bien. Puis l'histoire retiendra qu'on en aura parlé au FilmEd Provence 2019. Je dirais, Jean-Pierre. C'est un moyen comme un autre. C'est une autre forme. C'est ni à porter au pinacle, ni à vouer aux gémonies. C'est une autre forme. Il faut la prendre en compte. Il faut voir et y réfléchir. C'est tout. Parfait, messieurs. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et on peut évidemment continuer d'échanger avec. On peut vous applaudir, bien sûr.